un avancement qui fait que cette révolution change la société au sens large des pratiques. Même quand quelque chose a disparu, les pratiques restent. Elle change l'économie, évidemment. Tout le système économique international a été changé par cette révolution. Et elle change également l'aspect du travail, le rapport au travail. Toute cette révolution changeait le rapport au travail, que ce soit le Fordisme, le terrorisme ou autre. Aujourd'hui, l'IA change aussi le rapport au travail. Nous, en tant qu'enseignants, notre rapport au travail peut être amélioré ou dégradé, pareil pour les élèves, avec l'IA, mais on sait d'un point de vue social, le rapport au travail est en train de changer. Et c'est typique d'une révolution industrielle, des métiers disparaissent et d'autres sont créés à la place. L'IA va probablement, oui, remplacer certains métiers ou rendre certains métiers obsolètes ou inutiles. Mais elle va aussi en créer d'autres, probablement. Alors, ceci, c'est, on va dire, une sorte de cycle automatique. Quelque chose qui arrive un peu tout le temps dans l'histoire, mais c'est important de se rendre compte qu'on en est là, nous, et qu'on en est dans cette question-là. Alors, il y a toujours un cycle un peu inéluctable, comme je vous disais, quand on a des évolutions de cet ordre-là. On commence évidemment par l'invention même qui change la pratique du travail. Après ça, on a la modification de l'organisation sociale, évidemment, et la création et la destruction de métiers, et puis le stade ultime, ça devient une infrastructure invisible, ce qui est déjà le cas de l'IA. Il y a déjà une infrastructure invisible aujourd'hui. On a l'impression qu'on peut la contrôler, la maîtriser avec ChatGPT, Gemini ou d'autres chatbots, mais en fait elle est déjà insidieusement bien en dessous de toutes les couches de la société. Alors comme toutes les nouvelles innovations, que ce soit la voiture, le train, les avions, on voit il y a toujours ce qu'on appelle le wow effect. Quoi qu'il arrive, le progrès, c'est impressionnant. Quoi qu'il arrive, ces prouesses technologiques sont impressionnantes, et le tout un chacun se fait wow, quand même, je savais pas qu'on était capable de ça. Tout comme les gens qui, tout à coup, ont pu se mettre dans une voiture et commencer à rouler à 15 km/h, se sont dit que c'était quand même hyper impressionnant par rapport à un cheval. On est là. On en est là pour le wow effect. Mais on commence aussi à se rendre compte du coup qu'il y a des dérives. Il y a des dangers qui commencent à apparaître. Et ces dangers qui commencent à apparaître, on commence à s'en rendre compte après une certaine prise de conscience. Ils sont doubles. Il y a d'une part l'aspect un peu Far West. Il n'y a pas encore trop de règlements. Il y en a, mais pas encore trop. On est en train de les créer. Il y a beaucoup de vide juridique. Il y a beaucoup d'innovation technologique. Du coup, il y a un effet, tout le monde y va, tout le monde lance tout. Et c'est le Far West. Tout le monde fait ce qu'il veut. Cette pratique-là crée une sorte de bulle expectative. Donc tout le monde fait ce qu'il veut, et on se rend bien compte qu'il y a énormément de ressources derrière, de potentiel. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, tout le monde investit aussi dedans. Les grandes firmes, mais plein d'autres aussi commencent à investir en masse. À tel point que maintenant aussi, il faudrait peut-être réguler un peu tout ça. Il y a peut-être trop de trucs sur le marché, il y a peut-être trop de possibilités légalement encore acceptables, il faudrait peut-être un peu cadrer. On en est vraiment à la hauteur de cette flèche-là. Pour le moment, c'est le grand écart. Il y a des pays, il y a des régions, il y a des zones qui sont hyper strictes, et on parle même d'interdire, à partir de tel âge, d'interdire complètement, de couper les réseaux, etc. D'autres pays où, au contraire, tout le monde fait ce qu'il veut, on est le libéralisme en plein, et on tente. Toutes les révolutions industrielles sont passées par là. Alors, par rapport aux révolutions industrielles, je vais faire un petit parallèle avec la voiture. Ce qui est intéressant à se rendre compte, je trouve, c'est que la voiture, quand elle est arrivée, c'était une prouesse technique incroyable. Et directement, ça a fait peur à tout le monde. En Angleterre, par exemple, les voitures se sont vues attribuer une loi, le premier code de la route, si vous voulez, la toute première règle de circulation, qui était on ne peut pas rouler à plus de 6 km/h, et 3 km/h en ville, 3 km/h, et on est obligé d'être précédé d'un piéton avec un drapeau rouge qui prévient qu'il y a une voiture qui suit. C'est quand même assez frappant pour se rendre compte qu'on en était là. Ce drapeau rouge, il est resté un petit peu dans l'imaginaire comme le red flag. Quand vous voyez un red flag, il faut faire gaffe, il y a sûrement un danger derrière. C'est de là qu'il y a l'expression aussi. Donc du coup, vous voyez ces images-là, hein, elles sont réelles. La présence obligatoire d'un piéton, on commence à réguler. On se dit du coup, s'il faut un piéton devant avec le drapeau, et un conducteur pour conduire la voiture, vu l'époque, il fallait aussi un mécanicien pour si jamais la voiture tombait en panne, on ne pouvait donc pas rouler en voiture si on était moins que 3. Il fallait 3 personnes dans la voiture pour pouvoir utiliser cette voiture. Un devant, un qui conduit et un cas où le mécanicien. Ça, c'est les premiers règlements en Angleterre. Et
des tas d'autres règlements partout autre part par rapport aux voitures. Mais c'est un peu comme si on en était là aujourd'hui. Certains se disent, cette voiture-là, ce machin, ce danger, il faut vraiment bien cadrer. Aujourd'hui, avec le recul, quand on regarde ça, on a tendance de se dire, c'est un peu ridicule quand même, ça valait bien la peine, etc. Oui, mais à l'époque, c'était important. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de code de la route. Et il n'y avait jamais de voiture. Ce qui veut dire qu'il n'y avait que des piétons et des chevaux. Il n'y avait pas de trottoir. Il n'y avait pas de rue. Il n'y avait pas de je dois rouler à gauche ou à droite. Donc le type qui se pointait avec sa voiture, même à 6 km/h, c'était un danger public pour tous les autres. Aujourd'hui, l'IA est un danger public pour tous les autres, avec des petites dérives à gauche, à droite, que ce soit des deepfakes ou autres. Alors du coup, même pour l'IA, il y a ces espèces de red flags. Et si on part du principe qu'en 2022, ça a été rendu public, on se rend compte qu'un mois plus tard, même pas quelques mois plus tard, 3 mois, 4 mois plus tard, en 2023, mars 2023, il y a eu une lettre ouverte. Une lettre ouverte qui a été rédigée par les signataires qui sont là, Elon Musk, Steve Wozniak, Bengio, Noah Harari, c'est-à-dire des gens qui sont quand même très influents et très importants dans le milieu. Ils ont écrit une lettre ouverte, je cite, les systèmes d'IA dotés d'une intelligence compétitive avec celle de l'homme, ce qui est l'objectif de l'IA, d'être compétitif avec l'intelligence de l'homme, peuvent présenter des risques profonds pour la société et l'humanité. Nous appelons tous les laboratoires d'IA à interrompre immédiatement, pour une durée d'au moins 6 mois, la formation de systèmes d'IA plus puissants que GPT-4. Cette pause doit être publique et vérifiable. Si une telle pause ne peut pas être mise en place rapidement, le gouvernement devrait intervenir et instituer un moratoire. Ils ont mis le red flag. Le red flag, il était clairement mis. Est-ce qu'il y a eu une application à ça? Oui. On était dans l'administration Biden à ce moment-là, et Joe Biden et son administration aux États-Unis a effectivement mis une pause, a fait un petit décret et a dit on va convoquer des chercheurs pour essayer un petit peu d'aller voir plus loin. Il n'est pas resté malheureusement suffisamment longtemps. Trump est arrivé après, et Trump il a fait l'inverse, il a fait on arrête tous les laboratoires et on relance le libéralisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui faisaient partie de ceux qui annonçaient le red flag et qui agitaient le drapeau rouge en disant danger, sont aujourd'hui ceux qui y participent. Elon Musk, évidemment, avec X, avec l'IA Grok. Vous connaissez Grok? C'est l'IA du réseau X, ancien Twitter. Vous êtes sur Twitter et sur X, il y a une IA qui s'appelle Grok, G-R-O-K. 2023 toujours, en 1er mai, ce monsieur, Geoffrey Hinton, décide de démissionner de Google, son employé de Google, un de ceux qui a inventé l'IA, ou en tout cas qui a fait partie de ceux qui étaient dans la code à l'origine, il se rend compte des excès possibles, il décide de démissionner. C'est une légende dans le domaine. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Je cite. L'idée que ces trucs, et alors qu'il connaît très bien ce que c'est, lui-même ne définit pas, ne dit pas ce que c'est exactement, ces trucs. L'idée que ces trucs pourraient devenir plus intelligents que les gens, quelques personnes le croyaient, mais la plupart des gens pensaient que c'était juste une hypothèse lointaine. Pour ma part, je pensais que c'était pour 30 à 50 ans ou plus. Je pense plus là aujourd'hui. Il est difficile de voir comment empêcher les mauvais acteurs de l'utiliser pour de mauvaises choses. Alors, le fait de ne plus mettre de moratoire, de ne plus mettre de barrières, de ne plus mettre de temps et d'étapes de réflexion, évidemment, ça favorise ce qu'on appelle les accélérationnistes, ceux qui veulent foncer. Ceux qui ont déjà des tas de trucs sous le coude, qui veulent annoncer dans le marché public et qui veulent nous en faire part, ceux qui participent à la bulle. Cette caricature montre bien ça. On a ici Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, patron de Meta. Meta, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp. Et Meta a une intelligence artificielle qui s'appelle Llama, L-L-A-M-A, Llama. Llama, c'est le LLM qui est utilisé par tous les outils Meta. Donc si vous êtes sur Facebook, sur Insta, sur WhatsApp et que vous discutez avec une IA, ou avec ce que vous croyez être une IA, eh bien c'est Llama et ça dépend de Zuckerberg, qui, comme vous le voyez sur cette caricature, c'est pourquoi il est en train de se développer. Derrière, on a Elon Musk, SpaceX. Alors X, le réseau Twitter anciennement X, l'IA Grok, et évidemment, SpaceX, les satellites. Sans satellite, pas d'Internet, sans Internet, pas d'IA. Donc du coup, si Elon Musk décide de débrancher la prise, ça va piquer. On a de l'autre côté ici deux autres, Jeff Bezos, le chauve de Amazon. Alors Amazon, je ne vais pas vous le présenter, mais Amazon utilise l'IA depuis très longtemps. Alexa.
dit Alexa fait ceci, fait cela, monte la musique, baisse la musique, c'est de l'IA. Et aujourd'hui, évidemment, ils sont toujours sur le coup. Ils utilisent l'IA aussi sans qu'on sache. Enfin, on peut le deviner, mais on ne le voit pas pour le tri de leurs colis, évidemment. Les nombres de colis qui sont en transition, qui passent par les camions, par les centres de stock, de tri, etc., il n'y a plus des gens qui sont en train de trier, de mettre dans des boîtes à gauche ou à droite. Tout est automatisé, tout est scanné, c'est l'IA qui fait tout. Et c'est l'IA aussi chez Amazon qui rentabilise les trajets, sachant que moi qui habite en Belgique, j'ai commandé un colis qui vient de tel pays, qui doit transiter par tel autre, et qui fait des tirs groupés, on va dire, pour rentabiliser les trajets Amazon. Donc même si c'est des IA qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, elles sont quand même bien présentes depuis longtemps. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Par exemple, juste pour la petite anecdote, Alexa, vous connaissez, hein? Une histoire dit, fait divers réel, aux États-Unis il y a quelques mois. Un couple américain est en train de se discuter, voilà, il se bagarre, on va dire, mais jusque-là tout va bien. La femme s'énerve sur son mari et le menace et lui dit si tu continues comme ça, j'appelle la police. Et il commence à s'engueuler, etc. Le mari, à un moment, pète un câble et commence vraiment à être très violent avec sa femme. À ce moment-là, la police arrive. Parce qu'un quart d'heure avant, la dame a dit si tu continues comme ça, j'appelle la police. Alexa a entendu, appelle la police. Et Alexa a appelé la police. Ce qui fait que dans ce cas-là, c'était pas mal. Évidemment, il faut toujours voir le pour, le contre. Dans ce cadre-là, ouais, c'était tant mieux pour la madame. Dans d'autres circonstances, ça peut être plus intrusif, évidemment, qui dépend de la conséquence. Jeff Bezos, Alexa. Et le monsieur derrière, c'est Sam Altman. Sam Altman, patron de OpenAI. OpenAI, c'est la firme derrière ChatGPT. Tous ces gens-là, vous le voyez, ils sont dans un rapport quand même, voilà, on va dire, d'amitié avec Donald Trump. Alors aujourd'hui, ces red flags, le type qui avance devant la voiture, c'est quoi aujourd'hui? Les différents drapeaux rouges qu'on a, c'est ceux-là. On a d'abord évidemment la désinformation massive. Aujourd'hui, ça devient très difficile de distinguer le vrai du faux. À tel point que, moi ça m'arrive souvent, peut-être vous aussi, on voit une image qu'on nous présente comme réelle et on n'y croit presque plus. Avant c'était l'inverse. On me montrait une image, on disait est-ce que tu crois qu'elle est faite par IA ou pas? Sous-entendu, elle est faite par IA, découvre-le. Ici on voit des images du journaux, des images à la télé, qu'on nous présente comme étant vraies, qu'on remet en doute. On dit oui, mais vu ce qu'on est capable de faire avec l'IA, je ne suis pas sûr que celle-là soit vraie aussi. C'est ce qu'on appelle l'ère de la fausse vérité, où après coup on pourra dire c'était vrai ou pas vrai, mais sur le moment même on ne peut pas encore le savoir exactement. Donc ça c'est le premier gros danger. Le deuxième évidemment, qui est lié, c'est la manipulation. Alors sans faire de point Godwin, si les nazis avaient eu l'IA pendant la Deuxième Guerre mondiale, la propagande aurait été quand même vachement plus efficace. Donc c'est un outil de propagande, évidemment, un outil de manipulation de masse. Si on le relie en plus aux réseaux sociaux, à Internet, etc., on a un vif combo. Alors l'alignement, qu'est-ce qu'on appelle l'alignement en IA? C'est une philosophie d'IA, c'est-à-dire est-ce que l'intelligence artificielle, la machine entre guillemets, est alignée avec les valeurs de l'humain? Les valeurs humaines, la morale, le bien, le mal, etc. Est-ce que l'intelligence artificielle a notion de ça? Je ne vais pas dire connaissance, parce que ce n'est pas de connaissance. Mais est-ce qu'ils sont alignés avec les valeurs humaines? Est-ce que si un humain lui dit je vais déclencher la Troisième Guerre mondiale, voire la quatrième, est-ce que l'IA va dire ok, pas de problème, je vais t'expliquer comment faire, ou est-ce qu'il va dire ah non, il y a un problème avec les valeurs humaines là? Ça c'est le problème qu'on a. En général, normalement, ils sont censés dire c'est pas bien la guerre, mais on sait bien que pour le moment, il y a des tas de dérives qui arrivent où les valeurs ne sont plus alignées. Du coup, évidemment, on a une perte de contrôle qui arrive à des suppressions d'emploi. Les plus catastrophistes des philosophes que vous verrez peut-être sur Internet ou à la télé ou sur YouTube disent c'est la fin de l'humanité. Bon, je sais pas, ce sera peut-être la fin de l'humanité avant qu'on soit des élèves de l'humanité, mais en tout cas, il ne faut pas être aussi catastrophiste que ça, mais la perte d'emploi, ça c'est sûr. Est-ce que c'est négatif? Oui, pour ceux qui vont perdre leur emploi. D'ici 20 ans, probablement qu'il y aura d'autres emplois qui auront